Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir avec Pascal Morel, que tout le monde connaît, et Renaud Degas, à ces nouveaux débats, les contrepoints de la santé. Nous sommes à 4 jours du premier tour de l'élection présidentielle qui n'a jamais, assurément, dans l'histoire de la République récente, été aussi incertaine, messieurs. Vous ne devez pas dormir la nuit. Donc merci à Claude Évin et Jean Leonetti d'avoir accepté de débattre sur le projet de 2 candidats en pôle position, on va dire, François Fillon et Emmanuel Macron, projet qu'on aimerait mieux connaître quand même. On aimerait que vous nous explicitiez certains points et ainsi d'inaugurer les contrepoints de la santé. La santé, cette année, s'est immiscée franchement dans la campagne électorale et aujourd'hui, les attentes sont très fortes. Accès aux soins, prévention, hôpital et médecine de ville, virage ambulatoire et soins de proximité, financement et reste à charge, inégalité en santé, innovation et investissement, gouvernance sont autant de thèmes qui devront trouver des réponses concrètes lors du prochain quinquennat. Et surtout, peut-être, la mobilisation des professionnels de santé qui, semble-t-il, aujourd'hui sont assez perdus, assez revendicatifs. Même les internes manifestent sur la grève aujourd'hui parce qu'ils veulent travailler 1 an de plus, étudier 1 an de plus. Moi, c'était plutôt l'inverse quand j'étais jeune, mais enfin bon, tout change. Claude Évin, vous êtes soutien d'Emmanuel Macron, aujourd'hui avocat. Vous avez été député, ministre de la Santé et de la Protection sociale de 1988 à 1991, président de la Fédération hospitalière de France et DG, préfigurateur et directeur général de l'ARS Île-de-France. Jean Leonetti, vous représentez François Fillon, vous êtes cardiologue de formation, comme on dit. Vous avez été ministre des Affaires européennes, à défaut d'être ministre de la Santé, de 2011 à 2012. Et vous êtes député des Alpes-Maritimes depuis 1997. Et vous avez été également président de la Fédération hospitalière de France. Et vous êtes aussi le père, avec Alain Claes, de la loi sur la fin de vie. En ce beau lieu, à l'Opéra-Restaurant de Paris, nous sommes heureux donc de vous accueillir avec Pascal et Renaud. Notre objectif avec ces nouveaux débats sont à la hauteur des enjeux, en tout cas on l'espère, on fera tout pour, rien moins que renouveler le débat pour favoriser sans entrave l'adaptation de chacun aux mutations annoncées, révolution épidémiologique, démographique, pathologie chronique, révolution technologique et thérapeutique, il y a beaucoup de choses et il faut se préparer. Merci à nos partenaires, le groupe Pasteur Mutualité et le groupe Point Vision, dont les présidents sont là, Michel Cazogade et François Pellen. Pascal, pourquoi les contrepoints santé? Oui, alors d'abord, merci d'être avec nous. Bonjour à tous et je salue également nos confrères journalistes nombreux ce matin. Alors nous sommes réunis ici pour 60 minutes et nous poserons pendant ces entretiens, nous poserons en réalité la question du rôle de l'État en santé, d'abord en abordant les questions d'organisation et de financement, mais nous sommes ambitieux, nous essaierons de parler également avec nos 2 invités des questions de recherche, de morale, d'éthique, de société. Bref, en réalité, nous parlerons bien de politique et du reste. Nous avons donc la chance d'avoir des personnalités qui s'intéressent et qui auscultent les maux de notre société depuis de nombreuses années, hein, comme Philippe l'a dit, des parlementaires engagés qui l'ont été, en tout cas 2 présidents de la Fédération hospitalière de France, 2 ex-présidents de la Fédération hospitalière de France et qui sont avec nous. Ma première question peut-être sera les candidats, docteur et vous, les candidats ont été visiblement abîmés par une campagne dure, une campagne violente. Finalement, vous qui avez le recul politique, comment se remettre de ce que dit notre confrère François-Olivier Gisbert de l'enfer de Dante après une campagne de ce type? Jean Leonetti. L'enfer de Dante, il y a écrit sur la porte « Abandonnez toute espérance, vous qui entrez ». Je pense qu'au contraire, quand on rentre à l'Assemblée nationale, on est pétri d'espérance. On est pétri d'espérance de changer les choses et peut-être qu'en pratique, on se rend compte qu'elles sont plus difficiles à changer parce qu'il est plus facile de changer les lois que de changer les mœurs.
J'en suis peut-être le témoin, puisque en matière de fin de vie, on a eu l'impression en 2005 qu'on avait fait une loi consensuelle et qu'elle avait été votée à l'Assemblée nationale et au Sénat de manière unanime. On avait l'impression que le corps médical l'avait adoptée. Et puis on s'est rendu compte qu'en pratique, 10 ans après, elle n'était pas appliquée. Donc je crois qu'il y a un divorce, effectivement, entre le moment où on légifère, et peut-être légiférons-nous trop, et le moment où cette loi s'approprie, le peuple s'approprie la loi et fait en sorte qu'il l'introduit dans sa vie réelle. Il y a bien sûr, c'est un peu de l'antiparlementarisme classique, le fait de dire ils sont coupés des réalités. Voilà. On me parle aussi de la société civile. Claude Évin et moi, on est de la société civile. Est-ce que le jour où on a franchi la porte de l'Assemblée nationale, on est devenus des politiciens? Ou est-ce qu'on s'est quand même un peu souvenu, moi en particulier, que j'avais soigné des gens dans des hôpitaux et que la vie réelle était aussi, faisait aussi partie de nos préoccupations? Mais est-ce que les conditions de campagne ne sont quand même pas de plus en plus dures? Puis Claude Évin sur ce point, avant de rentrer dans le vif du sujet. Oui. Enfin, si, je crois qu'on est effectivement dans des campagnes électorales qui sont marquées aujourd'hui par d'abord de très nombreux médias, sous différentes formes. Il ne s'agit pas du tout, effectivement, dans mon propos de critiquer les médias, mais simplement de partir du constat que... Oui, pas vous, pas vous. Mais pas ici. Pas vous, pas ici. Pas ici, pas devant vous. Pas devant vous. Non, mais de partir du constat que les voies de communication, effectivement, sont beaucoup plus nombreuses, de plus en plus à chaque campagne électorale, que ça amplifie énormément les événements, les sujets, et qu'il y a une nécessité, en effet, d'avoir, par rapport à ces évolutions des vecteurs de communication, une maîtrise qui n'existait pas. Moi, je me souviens de mes premières campagnes électorales. Alors, ce n'étaient pas des campagnes présidentielles, mais des campagnes législatives, effectivement, ou même lorsque moi j'étais ministre. Ça permettra de rappeler que ça fait un petit moment et que si je suis ici, c'est pas pour marquer le renouvellement. Je remplace Olivier Véran au pied levé, puisqu'il est pris dans sa circonscription ce matin, qu'il a d'abord la préoccupation tout à fait légitime. Et vous avez été un très jeune ministre. J'ai été un très très jeune ministre. À quel âge? J'ai été ministre à 39 ans. J'étais le plus jeune membre du gouvernement. 39 ans, tiens, ça nous rappelle quelque chose. Ça rappelle plutôt quelqu'un en ce moment, oui. Et vous risquez d'être battu si ce quelqu'un gagne. Mais non, pourtant, parce que moi, je ne suis candidat à rien. Voilà, non, mais battu dans l'âge. Mais pourtant, à votre époque, je dirais, votre président avait été très vilipendé déjà, quand même, François Mitterrand. Donc c'est pas complètement nouveau. Oui, mais pas de la même manière quand même dans une campagne électorale, quoi, je crois. Parce que la pression est quand même très très différente aujourd'hui. D'accord. Mais elle l'est aussi dans la manière d'exercer le pouvoir ensuite. Alors avec Pascal, ce qu'on voulait vous poser comme première question, c'est au cours des 100 premiers jours, quelles seraient les mesures que devrait prendre le ministre de la Santé que nommera votre champion? Alors on sait que vous abrogerez le tiers payant, vous le rendrez généralisable. Donc ça, on peut passer rapidement. Mais donc concrètement, pour être le plus concret possible, dans les premiers mois, quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour trouver une solution à tous les problèmes, à toutes les difficultés que j'ai citées, et puis surtout pour mobiliser les professionnels? Je pense que les premières actions à conduire, c'est d'abord effectivement de renouer la relation de confiance avec les professionnels et de pouvoir générer des pactes avec les professionnels d'une manière générale. Un des premiers textes à préparer, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale, puisque ce projet de loi vient chaque année à la même date à l'automne. Dans ce cadre, il y aura effectivement, d'une part, à introduire des mesures en matière de remboursement. Elles ont été annoncées, des remboursements, par exemple en optique, des mesures que Emmanuel Macron a annoncées. Il y aura aussi, je pense, à introduire des dispositions relatives au financement du parcours, au financement de segments de parcours. Et c'est dans la loi de financement de la sécurité sociale qu'il faudra effectivement l'introduire. Forfaitaire. Et puis je crois... Alors oui, enfin au forfait, effectivement, il y a des travaux qui ont été conduits par un think tank que Philippe Leduc connaît très bien puisqu'il l'anime sur la nécessaire réforme de la tarification,
Hein, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est le levier qui doit permettre effectivement de construire ce que tout le monde a en tête, l'histoire du parcours de santé, on en parle, mais comment faire avancer? On y reviendra d'ailleurs, je pense, il n'y a pas simplement la question du financement. Et puis je crois qu'il y a une réflexion à engager très rapidement sur la gouvernance du système. Ça aussi, c'est un sujet qui revient en permanence. Et personnellement, je milite beaucoup autour d'Emmanuel Macron dans ce sens. Je tire de mon expérience de directeur général d'une agence régionale de santé le fait qu'on n'a pas tiré l'ensemble des éléments qu'on pourrait développer de la régionalisation de notre système et de la nécessaire contractualisation avec les acteurs pour adapter le système à des situations très différentes. On pourrait y revenir, mais je pense que beaucoup de propositions que l'on fait ne trouve du sens et une concrétisation qu'à partir du moment où on se pose des questions nouvelles sur l'organisation même du système, entre l'État et l'assurance maladie d'une part, et entre le niveau national et le niveau régional d'autre part. Alors, est-ce que vous voulez une agence nationale de santé, comme le souhaite François Fillon? Je ne pense pas. Non, c'est pas. Bon, je laisserai Jean Leonetti, mais il ne propose pas une agence nationale de santé. François Fillon, il propose quelque chose qui est plus confus, qui est une agence pour contrôler les complémentaires. Alors moi, je n'aborde pas le sujet en matière institutionnelle. Hein, parce que c'est pas parce qu'on va créer une agence qu'on va régler le problème. Qu'est-ce qu'on veut régler? On veut régler une relation différente entre l'État et l'assurance maladie. On a déjà commencé au niveau régional avec les agences régionales de santé. Je rappelle que les agences régionales de santé, c'est le rassemblement des services de l'État et des services de l'assurance maladie au niveau régional. Mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Il y a une nécessité au niveau national, dans un cadre qui reste effectivement national, d'avoir une capacité de lier l'organisation du système et son financement. Ça nécessite donc qu'il y ait un travail sur ce rapprochement. Il faudra peut-être aller vers une institution, mais on verra. Pas nécessairement, méfions-nous des institutions. Mais il faut effectivement créer ce rapprochement. Et puis d'autre part, il faut effectivement qu'au niveau du ministère et au niveau de l'assurance maladie, il y ait une organisation plus déconcentrée, plus régionalisée. On ne peut pas continuer d'avoir un système... Le rocardien que vous êtes, Claude Évin, ne parle pas de décentralisation. On n'entend pas ce terme dans votre bouche. Alors, je ne vais pas rentrer de manière vraiment très, très détaillée. La décentralisation, c'est le transfert aux régions d'une responsabilité qu'elles ne revendiquent pas. Je pense qu'il faut qu'on aille vers une déconcentration, il faut qu'on aille en tous les cas vers une régionalisation plus forte du système qui permette effectivement d'adapter des réponses à des situations qui sont différentes. Et à l'intérieur même des régions, la situation est différente. Dans une région, je termine là-dessus, dans une région même comme l'Île-de-France, l'organisation du système de santé à Paris ou dans le sud-est de la Seine-et-Marne du côté de Provins est complètement différente. Et la situation est différente en matière d'organisation des soins, elle est aussi sur le plan de l'état de santé de la population. Donc si on veut réduire les inégalités de santé, si on veut répondre à une pression d'organisation d'une offre de soins de proximité, on est obligé d'avoir une organisation qui soit adaptée à des situations territoriales différentes. C'est ça qu'il faut mettre en place. Et vous pensez que ça suffira pour remobiliser tous les professionnels? Deux choses différentes. La relation avec les professionnels, il faut la renouer d'une manière générale sur le plan national. Les professionnels, ils sont attachés, parce qu'ils sont conscients des missions qu'ils doivent remplir, ils sont attachés à mieux répondre aux besoins de la population. Ils sont attachés à trouver des solutions qui soient adaptées. Il faut se situer dans un cadre national. Il y a effectivement, y compris les conventions nationales qui existent, il y a une organisation nationale à garantir, à maintenir, mais il faut qu'il y ait une adaptation de l'organisation qui soit davantage adaptée à des situations territoriales différentes. Jean Leonetti, vous partagez tous les points de vue qu'on vient d'entendre? Je partage au moins la première affirmation. Il faut renouer la confiance. Et comme personne n'est héritier de ce quinquennat qui s'achève, rappelons quand même qu'à la fin de ce quinquennat, il y a un malaise profond de l'ensemble des professionnels de santé. Vous dites, excusez-moi, vous dites que Claude Évin n'est pas l'héritier du quinquennat qui s'achève. C'est ça? Je ne sais pas s'il veut le revendiquer, c'est à lui à le dire. Votre candidat de temps en temps lui fait le reproche. Que je ne revendique à son candidat. Voilà. Et rien pour l'avenir. Voilà. Donc on parle de l'avenir. Aujourd'hui, il y a un héritage, mais il n'y a pas d'héritier. Voilà. Donc, à moins que Claude Évin ou Emmanuel Macron revendiquent l'héritage d'un quinquennat en matière de santé, qui est une catastrophe en matière de confiance. Alors comment on remobilise les professionnels? D'abord,
on vient sur 3 points précis, qui est justement ce retour à la confiance. On supprime l'obligation du tiers payant. On supprime l'article 99 de la loi santé, qui est une rupture du contrat, du véritable contrat, puisque nous préférons le contrat à la contrainte, et que le 99, c'est la possibilité de fixer de manière unilatérale les prix, les tarifs. Le troisième, on décloisonne, et le message qu'on passe pour décloisonner, c'est de dire il n'y a pas de groupement hospitalier de territoire, il y a des groupements de santé de territoire. Parce qu'on ne peut pas organiser les hôpitaux sans l'organiser avec le secteur privé lucratif ou non lucratif, et sans l'organiser avec la médecine libérale. Et donc, voilà les 3 éléments qui apparaissent très rapidement, bien entendu, en parallèle de la préparation de la loi de finances. Ensuite, pour renouer cette confiance et élaborer quelque chose, on l'élabore enfin avec les professionnels de santé. Et on le fait sur plusieurs niveaux. D'abord, on réunit l'ensemble des professionnels de santé en leur disant vous avez plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de réfléchir au métier que vous faites. Le plus grand malaise qui existe aujourd'hui, c'est que l'ensemble des professionnels de santé, je ne dis pas que les médecins, se trouvent dans une situation dans laquelle ils ont l'impression de ne pas faire le métier pour lequel ils sont faits, pour lesquels ils sont préparés et qu'ils ont envie de faire, parce qu'ils ont une bureaucratie d'administration qui envahit leur espace. Le deuxième... Vous prenez le micro parce que ce sera mieux. On n'entend plus. Si. Le deuxième, c'est de leur demander, justement, de réfléchir au niveau de recours. Je ne prends pas l'exemple facile des urgences, mais rappelons quand même que si on avait un premier espace de recours de soins sur la médecine de ville, un deuxième sur l'hospitalisation privée ou publique de proximité et un troisième sur l'hôpital de référence, on aurait effectivement une meilleure efficacité. Et donc on leur demande de travailler sur ce territoire. Aujourd'hui, les ARS, je ne vais pas les renier, on les a portés, mais parce qu'on voulait de la décentralisation au sens large du terme et pas au sens politique. Eh bien, on a échoué. On a échoué parce qu'on n'a pas décloisonné, on a créé quelquefois, et je ne le dis pas pour Claude, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, mais on a créé quelquefois des préfets sanitaires qui ont plus imposé, réglementé et suradministré que facilité la coordination. Donc ça, ce sont les états généraux, fin de l'année, début 2018, c'est ça? Enfin, mieux rembourser, ça veut dire qu'on va prendre, bien sûr, les complémentaires et l'assurance maladie, et on va les mettre avec les professionnels de santé autour de la même table. Nous ne pensons pas que la sécurité sociale doit se substituer aux mutuelles. Nous pensons qu'elles ont une connaissance du terrain, qu'elles ont une diversité, qui est quelquefois malheureusement une complexité pour l'usager, mais qu'en même temps, ce savoir-faire, il faut l'utiliser. Que nous dit le système des complémentaires? Nous sommes des payeurs aveugles. Eh bien, on va vous rendre la vue, et en vous rendant la vue, on va vous donner ce qu'est la philosophie de François Fillon, beaucoup plus de liberté, mais aussi beaucoup plus de responsabilité. On a fait 110 auditions, et un peu plus à l'heure actuelle en ce qui me concerne, à la suite de l'élection de François Fillon à la primaire. Du petit risque et du gros risque. À la suite du petit risque et du gros risque. Et comme ça a permis d'éliminer le petit risque et le gros risque, et d'avoir une réflexion approfondie avec l'ensemble des partenaires. Il en sort le diagnostic que tout le monde partage, le système est à bout de souffle. Il en sort aussi qu'on ne va pas renoncer à la solidarité et qu'on ne va pas renoncer à l'excellence de la médecine française. Et que donc, la réforme profonde que nous devons mettre en place est une réforme organisationnelle. Organisationnelle qui décloisonne l'hôpital et la ville et le système libéral et le système public, et qui fait en sorte que l'on travaille ensemble dans une coordination qui remet au milieu de l'espace de réflexion le parcours de soins. Si on a un meilleur parcours de soins, si on travaille sur la pertinence et la qualité des actes, on dépensera moins. La médecine, c'est le seul endroit où quand vous êtes bon, vous êtes moins cher que quand vous êtes mauvais. Mais Jean Leonetti, est-ce que c'est des états généraux? Donc vous reportez un peu à plus tard, états généraux, agence. C'est ce qu'avait fait Roselyne Bachelot en 2000. Les états généraux, 2007. il y a trois mesures concrètes qu'on prend très rapidement et qui sont à la fois symboliques et pratiques.
Ensuite, il y a la constitution des États généraux avec les professionnels de santé sur les 2 objectifs que je viens de dire. Symbolique le tiers payant, uniquement symbolique, c'est pour la forme uniquement que vous le supprimez, le tiers payant généralisé, ou y a-t-il des raisons fondamentales à ce choix? Non, on le supprime d'abord parce qu'il est impossible à gérer et qu'en même temps, il est une marque profonde de défiance vis-à-vis des professionnels de santé. Donc quand vous avez quelque chose qui est à la fois inefficace et qui en même temps braque une profession dont vous avez besoin pour mettre en place la réforme, Jean Léonetti, vous avez une double Français erreur. ne le contestent pas vraiment, même si dans la salle il y a quelques syndicalistes qui peut-être partagent vos idées, les Français ont l'air plutôt favorables. Il y a aussi des Français dans la salle. Oui. Il y a des jeunes femmes charmantes et des jeunes hommes charmants. Les élus sont aussi des Français, Oui. qui rencontrent les parlementaires sont aussi des Français. Mais je crois que la question est sérieuse, Philippe. La question, elle est sérieuse, mais si on mettait, ça gêne aucun pharmacien d'avoir le tiers payant. Bon, mais si on laissait la liberté de faire plutôt que d'imposer, ce système, le système de la santé en France, depuis plusieurs années, est un système dans lequel on veut chaque fois imposer au lieu de faire confiance. Et chaque fois qu'on impose, eh bien chaque fois il y a un blocage. Et ce blocage-là, il est peut-être psychologique, mais en tout cas, il amène une difficulté à faire la vraie réforme profonde dont notre santé a besoin. Donc, faisons tomber ces 3 tabous stupides. Le groupement hospitalier de territoire, comme si on pouvait réorganiser la santé, et Dieu sait si ni Claude ni moi sont contre les hôpitaux, on en a présidé la fédération. Oui, dites-moi quand même, sérieusement, vous étiez président de la Fédération hospitalière de France et vous êtes l'un et l'autre, c'est quand même vous qui avez porté ces groupements hospitaliers de territoire. Que dirait le président, si nous interrogions ce matin le président de la Fédération hospitalière de France sur les GHT? Je ne suis pas très bien. Président de la Fédération hospitalière de France, à la grande surprise de l'ensemble des partenaires, j'ai dit qu'il fallait aller vers une convergence. Et que cette convergence était même droit, même devoir. Même droit, même devoir. Ça paraissait iconoclaste à l'époque, puisque le dogme, c'était qu'effectivement, on ne voulait pas de convergence quand on était à la Fédération hospitalière. Mais moi, je pense que la transparence et la convergence, c'est la clé de la réussite. Oui, vous ne remettez quand même pas en cause, attendez, pour vous suivre bien, est-ce que François Fillon remet, et vous-même, remettez en cause le fonctionnement même du groupement hospitalier de territoire pour les hôpitaux publics? Regardez comment ça a été fait. Les groupements hospitaliers de territoire, il fallait qu'avant le mois de juillet, on les ait terminés. Qu'est-ce qui s'est passé dans les départements? On a fait une situation totalement archaïque. On a pris le département, on a dit tous les hôpitaux sont dans le groupement hospitalier de territoire. Et puis il y avait un centre anticancéreux qui était privé à but non lucratif. Il a dit je peux venir, peut-être, et après. Sur le détail, mais sur le fond, on a remis un système dans lequel on a hiérarchisé le système à partir du CHU. C'est une erreur majeure. C'est une erreur majeure que de considérer que l'hôpital de référence, c'est l'hôpital du dernier recours. C'est pas la même chose. On peut aller dans un CHU parce qu'il y a une spécificité, une qualité, une excellence, mais c'est pas lui qui doit gérer l'ensemble. Donc vous voulez revoir l'organisation des GHT, mais sur le principe, vous êtes une meilleure organisation. Enfin, franchement, que les hôpitaux travaillent ensemble, ça paraît une évidence. Voilà. Est-ce que le commissariat d'Antibes travaille avec le commissariat de Cannes? Bien sûr. De Nice? Oui, de Nice, bien sûr. Mais pour autant, est-ce que... Et avec l'évêché à Marseille? Peut-être. Claude Évin, alors sur les GHT, après on parlera, Pascal, sur les déserts médicaux, parce que vos solutions ne sont pas très convaincantes à tous les deux, on va dire. Oui. Ah bon? Je voudrais revenir sur ce que vient d'exprimer Jean Léonetti pour dire que je ne suis pas d'accord tout à fait avec sa démarche. Je pense qu'il pose un problème que moi aussi j'ai évoqué, sur lequel je vais revenir, qui est l'organisation territoriale. Et je crois effectivement que l'organisation territoriale, l'offre de soins, la nécessité d'organiser un parcours avec notamment l'organisation de l'ambulatoire dans la prise en charge des maladies chroniques, etc., nécessite qu'il y ait une coordination, une bonne articulation entre l'hospitalier et l'organisation ambulatoire, qu'elle soit libérale, centre de santé, quels que soient les modes d'exercice. Par contre, je pense qu'on ne peut pas, et c'est quand même un des éléments qui nécessite débat, on ne peut pas plaider pour que les hôpitaux publics se restructurent et être contre les groupements hospitaliers de territoire. Que la manière dont ils ont été conçus et y compris mis en place dans le calendrier nécessite effectivement sans doute d'être revue. Il s'avère qu'aujourd'hui, dans une activité de juriste, je mesure toutes les
difficultés sur la mutualisation des achats, sur un certain nombre de difficultés dans la mise en place de la convergence en matière de statut des personnels, etc. Mais on ne peut pas plaider que les hôpitaux publics doivent effectivement davantage s'organiser dans une stratégie de groupe. Ce que, lorsque je présidais la Fédération hospitalière de France, j'ai contribué à faire germer comme idée, et être contre les groupements hospitaliers de territoire. On est passé de plus de 1000 établissements à 135 GHT. Qu'il y ait besoin, y compris, de revoir tel ou tel périmètre, ok, il y aura sans doute des ajustements, mais évitons de tout balancer quand s'il devait y avoir un changement effectivement radical d'orientation, évitons quand même de revenir sur des tendances qui consolident un système. Par contre, effectivement, moi je dis clairement que les groupements hospitaliers de territoire, ça peut être un des éléments un prisme qui n'a pas été bien suffisamment abordé dans la loi de janvier 2016, c'est que les groupements hospitaliers de territoire, d'abord, ne sont pas l'alpha et l'oméga de la territorialisation. Et que deuxièmement, il y a effectivement, et je l'ai écrit publiquement d'ailleurs dans notre cadre, il y a effectivement des risques qui sont issus de la loi de janvier 2016, qui sont une sorte de cloisonnement, puisqu'on a mis les groupements hospitaliers de territoire d'un côté, les conférences territoriales des professionnels de santé de l'autre. Et effectivement, on peut avoir des démarches qui sont effectivement tout à fait parallèles. Donc là-dessus, il faudra en effet revenir. Mais évitons de jeter le bébé avec l'eau du bain et de renier les groupements hospitaliers de territoire. Après, on va passer en revue rapidement différents thèmes pour... Avec l'habileté que je lui connais, Claude est en train de dire exactement la même chose que ce que j'ai dit, avec des mots différents. Vous êtes d'accord alors si tu es contre le cloisonnement entre l'hôpital et le privé, si tu es contre le cloisonnement entre la médecine libérale et l'hôpital, si tu es effectivement en constat que la loi de 2016 a été une loi qui a cloisonné et qui a obligé les hôpitaux de manière, je dirais, autoritaire à se regrouper sans qu'il y ait un projet médical, alors on est pleinement d'accord. Alors quelle est la solution? De dire aux hôpitaux qu'ils doivent travailler ensemble, mais ils ne doivent pas travailler qu'ensemble, ils doivent travailler aussi avec la médecine libérale, si on veut le virage ambulatoire, avec l'ensemble. Pascal, je voulais rester une demi-seconde dans la loi de 2009. C'est pour ça qu'on fait groupement de santé de territoire. Le groupement de santé de territoire, il définit les niveaux. Et définissant les niveaux, il crée effectivement l'hôpital comme un élément de structure de référence, parce qu'on ne peut pas vivre sans hôpitaux, et en particulier pas sans hôpitaux publics. Alors Jean-Denis, on a bien compris. Une nouvelle organisation. On a bien compris. Qui décloisonne. On a bien compris vos positions respectives. Sur Pascal, on voulait parler de différents points assez rapidement. Bon, on a bien planté le décor. Le deuxième point, c'est les déserts médicaux. Alors, créer des maisons de santé ou des centres de santé, inciter. Bon, aujourd'hui, on n'a pas vraiment réussi à améliorer les choses. Alors, très concrètement, comment vous allez faire pour supprimer ces déserts médicaux ? D'abord, en 30 secondes, on va essayer d'aller rapidement sur différents points. Je m'appuie sur ce que j'ai dit au tout début de notre échange, c'est-à-dire je pense qu'il faut que l'on instaure un mode de négociation au niveau territorial, au niveau régional et au niveau territorial. Le besoin dans l'organisation de l'offre de soins, il est différent, y compris à l'intérieur d'une région. Je le disais moi-même tout à l'heure avec l'expérience de l'Île-de-France, l'organisation de l'offre de soins, l'organisation de proximité à Paris, ou dans le Seine-Saint-Denis, c'est pas la même chose que dans le fond de la Seine-et-Marne. Donc plus de pouvoir pour les agences et la possibilité arrêtez de poser le problème en termes de pouvoir. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'il y ait des mécanismes de négociation qui n'existent pas aujourd'hui. On a créé, dans la loi de 2009, des agences régionales de santé, on a créé des unions régionales de professionnels de santé. On n'est pas encore dans un mécanisme dans lequel les uns et les autres peuvent réellement négocier. Et c'est ça qu'il faut effectivement mettre en place. Et aider à l'installation de professionnels, mais d'autre part, avoir un mode d'organisation, parce qu'on ne mettra pas des professionnels là où la population est en train de déserter. Donc il faut qu'on ait un mode d'organisation qui associe l'ensemble des acteurs dans un partenariat, que l'on puisse y compris développer la e-santé pour pouvoir pallier un certain nombre de difficultés d'organisation, mais pour ça, il faut qu'on fasse du cousu humain. D'accord. Et on est dans un système dans lequel on veut que tout le monde soit organisé de la même manière au niveau national. Ça interpelle, je termine là-dessus, ça interpelle le ministère, ça interpelle l'assurance maladie et ça interpelle les syndicats professionnels. Parce qu'il faut que, y compris les uns et les autres, acceptent qu'il y ait
une organisation qui soit adaptée à des situations populationnelles différentes. Je reste un peu quand même sur cette question, excuse-moi Philippe, sur cette question institutionnelle, mais les agences régionales de santé, on ne lit peu de choses dans le programme d'Emmanuel Macron sur leur fonctionnement, leur existence. Après tout, vous avez vous-même, plus que quiconque, l'expérience de ce fonctionnement. Est-ce qu'elles ont vraiment démérité et est-ce qu'il faut, dans le fond, que vous les poursuiviez? Ce n'est pas un problème de savoir si elles ont démérité, c'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que nous n'avons pas été au bout de la réforme. Il y a une amorce, il y a une régionalisation, mais on a un ministère qui a continué de fonctionner comme il fonctionnait précédemment, et on a une assurance maladie et des partenaires qui fonctionnent aussi comme ils fonctionnaient précédemment. Donc c'est ça qu'il faut faire bouger. Hein. Moi j'ai plutôt entendu, effectivement, François Fillon dans une émission dire que les agences régionales de santé, c'était un échec. Je pense que c'est une analyse qui est très limitée. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on a besoin d'une organisation régionale, oui ou non? Et les agences régionales de santé, elles n'ont pas résolu effectivement aujourd'hui, elles n'ont pas permis de répondre à l'ensemble des enjeux auxquels on est confronté. Ça nécessite effectivement qu'il y ait une évolution du ministère, qu'il y ait une évolution de l'assurance maladie. Est-ce qu'on entend Jean Leonetti? Alors, allez-y. Alors on va simplement demander, parce qu'il y a un petit problème de micro, les groupements hospitaliers de territoire, quand même, Jean Leonetti vous interroge, est-ce que vous les ouvrez? Est-ce que vous les ouvrez Est-ce que ces groupements hospitaliers de territoire, est-ce que vous les ouvrez au privé, notamment aux cliniques privées? Les groupements hospitaliers de territoire, ils répondent à une nécessité d'organiser de meilleure façon les hôpitaux publics. L'organisation territoriale, elle doit associer tout le monde, les hôpitaux publics, les cliniques privées, les professionnels de l'ambulatoire, quel que soit leur mode d'exercice. Et il y a effectivement à organiser au niveau des territoires le suivi des malades chroniques, l'organisation, y compris d'ailleurs avec le secteur social, parce que quand on est sur la prise en charge de malades chroniques, il y a le lien à avoir avec un ensemble d'autres services sociaux. C'est une organisation dans les territoires qu'il faut mettre en place. Mais les cliniques privées, d'ailleurs, elles-mêmes ont souhaité organiser leur propre groupement hospitalier de territoire. Donc, laissons-les se restructurer. Elles sont aussi restructurées. Mais les coopérations, donc simplement un mot là-dessus, les coopérations qui existent entre public et privé, elles devront continuer d'exister pour des raisons de démographie médicale, pour des raisons d'organisation de l'offre de soins. Il ne s'agit pas du tout de cloisonner l'organisation de ce système. Alors l'accès aux soins, c'est un sujet important pour les Français. L'accès aux soins géographiques, après on verra l'accès aux soins d'un point de vue financier. Jean Leonetti, est-ce qu'il suffit de créer des maisons de santé pour résoudre l'accès aux soins? Qu'est-ce que propose François Fillon? Essayez de nous convaincre, parce que pour l'instant on n'est pas très convaincus. Ah ben on va essayer d'y arriver. D'abord, je pense que la réponse des déserts médicaux ne relève pas de l'ARS. Je suis désolé de dire que si on continue à dire que c'est l'État ou les ARS qui doivent gérer le problème des déserts médicaux, on continue à être dans la suradministration et on ne fait toujours pas confiance aux acteurs de terrain. Deuxième point, c'est de se dire pourquoi il y a des déserts médicaux. Il y a des déserts médicaux pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a des déserts tout court en France. Il y a des endroits où il n'y a plus rien. Pourquoi y aurait-il un médecin? Pardon de dire ça comme ça et brutalement, mais on doit se poser la question de manière un petit peu plus large. Alors qu'est-ce qu'on fait? Se dire quelle est l'organisation. Qu'est-ce que vous faites? Le deuxième point, c'est de se dire pourquoi la médecine générale n'est plus attractive. C'est ça la vraie question. Pourquoi un seul médecin sur 10 s'installe dans la première année où il est docteur en médecine? Pourquoi il n'y a plus la capacité de la médecine générale à attirer des jeunes talents? Donc, si on ne prend pas le problème à cette base-là, eh bien, on n'arrivera jamais à gérer le problème du désert médical. Et on finira par faire des maisons de santé. J'ai entendu Emmanuel Macron dire qu'on allait les doubler. Mais on peut les doubler, les tripler, les quadrupler. On peut ouvrir complètement le numerus clausus. Ça ne changera rien. Parce qu'on n'est pas sur le compagnonnage. Il y a des médecins. Il y en a quelquefois pas beaucoup dans certains endroits. Donnons-leur un statut et une formation de maître de stage. Et faisons en sorte, et faisons en sorte, je termine ma phrase, et faisons en sorte que ce compagnonnage aille au remplacement d'un médecin par l'autre, de manière temporaire ou de manière définitive. Mais on manque de médecins quand même. On manque peut-être de médecins, mais ce n'est pas parce que vous allez desserrer, on peut desserrer le numerus clausus, mais vous voyez bien que les médecins sont mal répartis sur le territoire.
Donc, ou bien vous avez la contrainte, ou vous avez le contrat. Nous, on est pour le contrat, on est contre la contrainte. Toutes les contraintes, quelles que soient celles que vous inventerez, elles ne marcheront pas. Parce que les médecins, en fait, quand ils ont un diplôme de médecin généraliste... Elles existent pour les infirmiers, c'est vous qui les avez mis en place, et pour les pharmaciens aussi. Oui, pour les médecins, ça ne marchera pas parce qu'il y a une offre qui est telle qu'ils choisiront. Ce n'est pas un problème de privilège, c'est un problème d'offre et de demande. Si je suis médecin et qu'on m'oblige à m'installer à tel endroit en France, je n'irai pas. Et je trouverai le bon moyen, d'abord, 9 fois sur 10, je ne m'installe pas dans la première année. 9 fois sur 10. Et ensuite, quand je m'installerai dans les années qui suivent, eh bien, je choisirai un autre mode d'exercice de la médecine, tellement la diversité qui n'est pas dans les autres professions de santé est large. Mais vous ne pensez pas que ça va prendre beaucoup de temps, vos mesures, et que dans 10 ans, on sera toujours... Justement, si vous dites, il y a dans tel territoire des médecins qui atteignent la soixantaine, qui vont partir, qui vont créer un désert médical, eh bien, faisons en sorte qu'ils soient l'endroit dans lequel leur savoir-faire se transmet et facilitons le fait que ces jeunes médecins vont faire un stage à cet endroit, ils vont aimer la pratique, ils vont être accompagnés par un médecin. C'est parce que vous êtes un élu d'Antibes, non, Jean Leonetti? Tout le monde aime la Côte d'Azur, non? Sérieusement. Oui, on peut. Alors, Claude Évin, je ne sais pas si la phrase que vous venez de dire est très sérieuse. Oui, Claude Évin. Le dernier point, c'est sur cette formation, cet accompagnement, et sur le fait que le médecin traitant, on doit redéfinir sa mission. Qui est le coordinateur aujourd'hui? On a besoin de coordination. On va le faire gérer par l'ARS, la coordination, ou on va le faire gérer par le médecin traitant? Qui c'est qui va faire la prévention que chacun défend? Emmanuel Macron comme François Fillon. C'est qui fait la prévention? Un peu partout, à l'école, ailleurs, etc. Mais qui est l'acte de prévention? Celui qui change la mission qu'il avait antérieurement parce qu'il doit soigner désormais des personnes âgées, des malades chroniques, et il doit faire une œuvre de prévention sur l'ensemble du territoire. C'est dans le CHU qu'on va le faire ou c'est le médecin traitant? Bien, moi, je pense que si on réhabilite le médecin traitant, si on met en place le compagnonnage, si on revalorise les consultations de prévention presque au double de la consultation normale, à ce moment-là, on revalorise au sens financier et au sens moral la fonction de médecin traitant. Quand on n'aura plus de médecin traitant et qu'on aura beaucoup d'ARS, bien vous verrez que l'administration de la France sera très très bonne sur le plan de la santé et qu'on aura de déserts médicaux partout et un accès aux soins qui sera encore moins bon que celui qu'on a aujourd'hui. Le reste à charge... Claude Évin sur le numerus clausus et son avis sur le conflit des internes aussi. Non mais c'est sur l'organisation, sur l'organisation, je pense que le compagnonnage, s'il est nécessaire, n'est certainement pas à la hauteur des enjeux, car c'est pas seulement pouvoir transmettre en effet la possibilité de pouvoir s'inscrire dans une démarche professionnelle. On a besoin d'aider à l'installation. Moi, je fais confiance aux professionnels, mais je sais aussi combien c'est difficile pour des professionnels de s'installer aujourd'hui, d'organiser son mode d'exercice. Et donc, il est nécessaire, les agences, elles ne sont pas là pour faire à la place d'eux, elles sont là, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour contractualiser avec les différents acteurs. Deuxième élément, on parle beaucoup des médecins, ils sont déterminants. Mais on a de plus en plus besoin d'équipes pluriprofessionnelles. Si on veut accompagner des parcours de santé, ce n'est pas seulement des médecins dont on a besoin, c'est aussi d'autres professionnels de santé. Donc comment on organise les choses de manière effectivement à ce que cette pluridisciplinarité se mette en place? Ça ne se fait pas nécessairement naturellement. Il y a des initiatives qui sont prises par des professionnels, il faut pouvoir les accompagner. Le rôle des agences et d'accompagner. Il n'est pas de faire à la place d'eux. Personne ne va imaginer que c'est les agences qui vont aller faire de la prévention et qui, ou par ailleurs, vont aller organiser les soins. Mais il est nécessaire d'organiser cette contractualisation. La bonne volonté, elle existe chez les professionnels, mais elle n'est pas suffisante pour répondre aux enjeux auxquels on est confronté. Je vous trouve très naïf de ce point de vue. Alors, on aimerait aborder encore deux thèmes. L'accès aux soins financiers, le reste à charge zéro pour l'audition, pour les lunettes, pour les dents, et pourquoi pas aussi pour les dépassements d'honoraires. Alors ça va coûter très cher dans le projet d'Emmanuel Macron, plus de 4 milliards. Vous renvoyez à une agence. Concrètement, sur le financement du système de soins, est-ce que vous êtes, pour faire simple, pour plus de sécu, plus d'assurance maladie ou plus de privé? Comment vous allez organiser? J'ai l'impression que François Fillon a reporté ça à la création de son agence et on n'y voit pas forcément bien clair sur l'organisation financière et du reste à charge zéro que vous limitez, vous, aux lunettes dans un premier temps. Non.
Le reste à charge zéro, c'est pour tout. Qu'est-ce que c'est les endroits dans lesquels le reste à charge est élevé? On les connaît. C'est le dentaire, c'est l'audioprothèse, c'est l'optique et c'est le dépassement d'honoraires. Comment on peut faire en sorte pour que dans une organisation qui soit plus transparente et plus efficace, on ait un reste à charge égal à zéro? Les auditions qu'on a faites avec l'ensemble du système mutualiste et avec l'ensemble des complémentaires nous poussent à penser que c'est possible dans une contractualisation qui n'est pas uniquement des organisations parcellaires, mais une organisation globale, avec 3 objectifs. Le premier objectif, la qualité. Est-ce qu'on peut avoir une paire de lunettes, qui soit avec une monture esthétique, un verre progressif, de qualité, remboursé par la sécurité sociale et la complémentaire? La réponse est oui, de l'ensemble des mutuelles. Mettons-le en place. Qui c'est qui dit la qualité? Les professionnels de santé, ce n'est pas la mutuelle qui le dit, et c'est un élément de référence. Deuxième point, engageons-nous, faisons-les s'engager dans la non-augmentation des cotisations. Quand même caractéristique que dans ce mandat, on a augmenté les cotisations dans un système dans lequel on a facilité pour l'ensemble des salariés la couverture complémentaire. Donc là, il y a évidemment un jeu de dupes. Vous le mettez au crédit du gouvernement qui... Je le mets au débit. Au débit. Voilà. Non, parce et que le fait d'avoir augmenté les mutuelles pour tous dans les entreprises, mais vous le mettez au qu'on débit, essaie de faire en sorte que tout le monde ait une mutuelle est un objectif louable. Oui, Qu'on s'attaque qu'aux salariés, c'est bien, mais enfin, en général, quand même, les retraités sont plus malades que les salariés, donc on a pris le problème par le mauvais bout de la lorgnette. Et puis enfin, Réponse de Claude Évin là-dessus. et enfin, on se trouve dans une situation où, en pratique, les contrats ont diminué la couverture et ils ont augmenté les remboursements. Eh bien, franchement, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut avoir un contrat qui dit vous n'augmenterez pas vos cotisations, vous ne diminuerez pas votre couverture et en même temps, bien, on va faire, en même temps, ça te plaît ça comme phrase, en même temps, on va faire en sorte que on va avoir un contrat sur la qualité. Et le reste à charge va être égal à zéro. Il n'y a pas une mutuelle, ici, il y en a ici, qui me dit une monture de qualité, des verres progressifs, on peut avoir un modèle qui n'est pas le modèle de la lunette de sécurité sociale des années 50 et qui est remboursé à 100%. Eh bien, faisons-le. Et puis après, il y a deux éléments. Reste à charge zéro à la fin du quinquennat pour les dépassements d'honoraires. L'avantage du système, c'est que ça ne coûte rien aux contribuables et ça n'augmente pas de 5 milliards l'ensemble du système. 2 éléments. On a du mal à le croire, hein, quand même. Eh bien, pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas augmenter, mais bon, à un moment, ils vont augmenter les complémentaires, non? Je veux dire, les complémentaires, elles ont la capacité aujourd'hui de faire en sorte que le contrat qu'on leur propose de qualité, de non-augmentation et de prestations maintenues, ils puissent arriver à le faire. Donc, sur ces éléments-là. Après, si je veux une monture, je dirais pas... Faites confiance aux mutuelles qui Comme ont été les très miennes. critiquées par les médecins dans la période... Nous, on est pour le dialogue, la liberté et la responsabilité. Quand on laisse les gens en dehors de la porte, on ne peut pas ensuite leur demander d'être responsables. On les fait rentrer, on les met à la table, on dit la qualité c'est ça, est-ce que vous êtes capable, avec une cotisation, je dirais, raisonnable, de faire en sorte que le reste à charge est égal à zéro? Eh bien, nous, tous les gens qu'on a rencontrés, y compris l'hospitalisation privée, a dit moi, je ferai mon affaire des dépassements d'honoraires en chirurgie. Après, il faudra faire son affaire aussi des dépassements d'honoraires dans l'assistance publique des hôpitaux de Paris, ce qui est un autre débat. Mais voilà. Mais alors Jean Lenetti, on a bien compris, reste à charge zéro, sans deuxième augmentation. Point, dernier point, il y a deux faiblesses. On est très fragile au début de sa vie et à la fin de sa vie. Voilà. Donc, on augmente la capacité des personnes âgées et pas des salariés, des personnes âgées qui sont plus malades, d'accéder à une mutuelle, l'aide à l'accession à la mutuelle. Et deuxièmement, les enfants, ils ont la mutuelle de leurs parents. Et s'ils n'ont pas de mutuelle, il est normal que la solidarité nationale fasse que les lunettes des enfants soient remboursées directement par la sécurité sociale et pas par la complémentaire. Alors Claude Évin, François Fillon fait la même chose qu'Emmanuel Macron.
reste à charge zéro, mais ça coûte rien. Alors que vous, ça vous coûte 4 milliards. Ça coûte un peu aux mutuelles et à la contractuelle. Ah, ça coûte aux mutuelles, d'accord. Eh ben oui, non mais c'est bien. C'est bien ce que Jean Leonetti finit par dire quand même, c'est que ça coûte effectivement aux mutuelles et il est, oui, mais oui, les mais mutuelles, enfin, les Français, c'est eux qui financent les mutuelles quand même. Donc ne tournez pas autour de cette affaire. Moi, je crois qu'il faudrait revenir de ce point de vue quand même sur la question de l'équilibre entre régime obligatoire et régime complémentaire. Hein. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une place pour les deux et qu'il y a un dialogue absolument nécessaire. Les régimes complémentaires s'inscrivent pour beaucoup dans des régimes qui sont des régimes de solidarité, que ce soit des mutuelles, que ce soit des instituts de prévoyance par ailleurs. Et donc, il y a nécessité d'avoir ce dialogue, effectivement, qui s'inscrit d'ailleurs dans un dialogue social. Bon. D'autre part, la question qu'il nous faut aussi aborder, c'est la question du financement de l'assurance maladie. Et de ce point de vue, je suis d'ailleurs, moi, très interrogatif de savoir comment François Fillon va faire. Il promet 20 milliards d'économies. 20 milliards d'économies, ça nécessite un ONDAM qui augmente chaque année de 1,6%. Emmanuel Macron propose, lui, un ONDAM à 2,3%. C'est pas rien, il n'y a jamais eu un ONDAM à 1,6% d'augmentation. Jamais. Qu'aurait dit ces dernières années. Qu'aurait dit le président de la FHF de la FHF si on lui avait proposé 1,6%? Ce que j'entends en tous les cas du président de la FHF d'aujourd'hui, qui soutient François Fillon, c'est que ce gouvernement a mis à mal les hôpitaux publics parce que l'ONDAM n'était pas suffisant. Comment font-ils demain? Comment faites-vous demain avec 20 milliards d'économies? Il n'est pas très gras chez vous non plus. 2-3. À 2-3, je peux vous expliquer. On se demande comment vous allez faire à 2-3 pour tenir les comptes quand même. À 2-3, je vous donne... C'est encore pire, non? À vous donne... Il faut qu'il y ait un à débat. 2-3, c'est une économie, si je puis dire, de 4 milliards par an, pendant 5 ans. Je rappelle que le plan d'économie qui a été fait par le gouvernement qui achève son mandat était 10 milliards pendant 3 ans. Donc on est en dessous même de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Mais c'est un ONDAM à 2,3 parce qu'on sait très bien que l'évolution naturelle, si je puis dire, de la dépense, c'est de l'ordre de 3,5. Sans crever le déficit, sans aggraver le déficit. C'est 3,5 par an, c'est-à-dire de l'ordre de 7 milliards par an. Avec 2,3, on est à 4 milliards d'économies, on est à 3 milliards et quelques d'amélioration de l'ONDAM chaque année. Et donc on est dans la capacité de tenir effectivement cette maîtrise de l'évolution des dépenses, mais on est dans un ONDAM qui reste acceptable à 2,3. Est-ce que vous augmentez le déficit? Il est insupportable à 1,6. Attendez, est-ce que vous augmentez le déficit à 2,3? Non, on n'augmente pas le déficit. Parce qu'il y a des nouveaux financements. Monsieur le président de la FHF de 2000... C'est aberrant d'envisager un budget sur 5 ans. Or, dire je ferai un ONDAM à 2,3 sur les 5 ans, c'est considérer que rien ne changera. Mais François Fillon dit 20 milliards sur 5 ans. C'est autre chose. Il n'y aura pas d'innovation. Il n'y aura pas d'innovation, il n'y aura pas d'épidémie, il n'y aura pas de bouleversement technologique, il n'y aura pas de réforme organisationnelle. Alors si on dit ça, bien entendu, on tombe dans les vieux systèmes. Reprenons les textes. Un 6, un 7 ou un 8 par an sur les 5 prochaines années, ce qui représenterait 20 milliards d'économies. Ça, c'est les 20 milliards d'économies. François Fillon. Ou bien vous choisissez de garder les mêmes systèmes et de dire l'hôpital, je continue à l'étrangler chaque année parce que je ne lui donne pas les 2,5 dont il a besoin parce que son personnel continue à avoir une augmentation de ses salaires. Ou bien on change le système. Or, visiblement, le cloisonnement dans le système Macron, il reste intact. On ne touche pas le groupement hospitalier de territoire, on ne touche à rien. Et après, à ce moment-là, on est obligé de monter l'ONDAM à 2,3 et encore à 2,3, on ne le tiendra pas. Parce que dans la période... Un 6, on le tient parce qu'on répartit la charge. Ah oui. Comment L'ambulatoire, on ne le fait pas. La réorganisation des urgences, on ne le fait pas. La nouvelle contractualisation avec une organisation territoriale avec la médecine libérale, on ne le fait pas. Vous fermez des hôpitaux? Mais on ne ferme pas des hôpitaux. Mais regardez l'augmentation du nombre d'agents qu'on a mis dans les ARS. Pardon Claude, je veux dire, regardez la technocratie et l'administration. Tu as un chiffre là-dessus? Parce que malheureusement c'est faux.
Parce que malheureusement, c'est faux, c'est-à-dire que les agences régionales de santé, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ont vu leurs effectifs diminuer comme d'autres services. Oui, après avoir largement augmenté et après avoir une et arrêtez avec les caricatures. Enfin, je veux dire, le problème, messieurs, n'est pas les effectifs dans les ARS, c'est pas. Bon, moi, si absurde. quand je parle, il m'interrompt à chaque instant, je ferai la même chose tout à l'heure, mon cher Pierre. Bon, alors attendez, on va passer à un éclairage international. L'éclairage, c'est que où on fait des économies sur l'organisation, ou bien à un moment donné, on fera des économies sur la qualité ou sur la solidarité. D'accord, Nous, on a choisi de faire des économies sur l'organisation. Vous avez choisi de ne rien changer à l'organisation et vous n'y arriverez pas, même avec un Ondam à 2-3. On a compris, vous n'étiez pas d'accord, c'est déjà ça. On va y revenir. On va passer la parole à Renaud et Degas. la question des contrepoints avec Renaud Degas. Voilà, sur une problématique internationale et sur les données de santé. Et après, on finira sur l'innovation. Voilà, c'est une bonne transition parce que les données de santé sont transversales. Nous parlons donc des 100 premiers jours et des mesures que vos champions prendraient. Parmi les dossiers qui sont sur la pile, vous allez avoir l'application du nouveau règlement et la directive européenne sur les données de santé, sur les données personnelles, dont les données de santé. Tout le monde le sait, aujourd'hui, les données personnelles et de santé sont devenues le nouvel Eldorado. Les GAFA en ont fait un élément stratégique de leur développement. Et les gouvernements ont pris conscience, on le voit bien aujourd'hui, partout en Europe, à la fois sur les enjeux de protection de leurs citoyens, sur les enjeux d'amélioration de la prise en charge des patients, mais aussi de développement de leur industrie de santé. En ce moment, le gouvernement essaye tant bien que mal de mettre en place le nouveau système national de données de santé et ainsi constituer quand même une chose qui est quand même là où la France est championne, puisqu'elle a l'un des systèmes de données les plus volumineux et les plus importants du monde. Je pense en particulier au SNIRAM et au PMSI. Pour mémoire, outre ces deux bases, l'INSERM rappelle que la France possède environ 260 bases de données dans le domaine de la santé et le portail Épidémiologie France recense 500 bases de données médico-économiques, cohortes, registres et études en cours. De son côté, donc, il y a l'Europe qui vient d'adopter, quand je viens en 2016, vient d'adopter un nouveau règlement et une nouvelle directive sur les données personnelles. Et ces deux textes doivent rentrer en application à peu près dans un an, le 25 mai 2018. Ces nouvelles règles européennes ont un avantage, c'est qu'elles définissent enfin ce que c'est qu'une donnée de santé au niveau européen. D'autre part, elles mettent en place un certain nombre d'exigences, de garanties, de protection de ces mêmes données auprès des acteurs qui utilisent ou produisent ces données. Je pense que peu de personnes vont contester la pertinence et l'intérêt de renforcer ces protections. En revanche, on s'aperçoit que dans les textes, les acteurs de santé, quels qu'ils soient, du professionnel de santé à l'industriel, ils vont tous être concernés à des niveaux différents, mais arrive sur eux une nouvelle couche réglementaire avec des nouvelles obligations. Ils vont devoir solidifier leur cybersécurité, former leurs équipes. Ils vont aussi devoir faire des études d'impact pour certains. Et la question est... Non, parce que tout ça, c'est important de savoir qu'ils ont tout ça à faire. Et chacun de vous, là, ici, va devoir se plonger dans ces textes-là et mettre en place toutes ces mesures. Donc, certains déjà, industriels, professionnels, crient au fait que c'est impossible de rajouter cette couche réglementaire. Donc, il y a deux questions. La première, est-ce que vous trouvez pertinentes ces textes et ces nouvelles règles, ou est-ce que vous voulez les remettre en cause? Et deuxièmement, est-ce que vous considérez que les acteurs de la santé en France sont capables d'absorber cette nouvelle réglementation, ou si l'État doit les accompagner, et si oui, comment? Alors très rapidement, messieurs, votre point de vue sur les données de santé et la directive européenne, et puis après on consacrera un petit peu de temps sur l'innovation, comment financer l'innovation. Claude Évin ou Jean Leonetti? Ça permettra, peut-être Claude Évin d'abord, on passera Claude Évin, à Jean allons-y. Leonetti, ça permettra à Jean Leonetti notamment de nous parler un peu d'Europe. Non, c'est bon, le micro marche. Le texte auquel vous faites référence, c'est un texte européen. Donc il ne peut être retravaillé s'il devait l'être que dans ce cadre-là. Il dépasse, si je puis dire,
législation ou la seule réglementation française. La question des données de santé est une question effectivement qui va s'imposer de plus en plus à nous, à la fois parce que c'est des opportunités et en même temps, et c'est en général entre ces deux contraintes qu'il nous faut effectivement trouver une voie de passage, c'est que à la fois ça permet en effet de développer considérablement d'abord une connaissance et une adaptation sur le plan épidémiologique, sur le plan des stratégies à mettre en place, et en même temps il y a une question de la protection des individus, la protection des personnes et l'utilisation qui peut en être faite à d'autres fins. Bon. Et c'est cette voie de passage qui est permanente, qui a été d'ailleurs au cœur du débat sur la loi de janvier 2016, puisqu'il y a un dispositif qui existe en France qui peut apparaître d'ailleurs un peu complexe pour accéder à ces données de santé, qui sont une partie d'ailleurs de la problématique, puisque ce sont les données que l'on appelle recueillies à titre obligatoire, ce n'est pas l'ensemble des données de santé. Il y a la production de données de santé qui existe par ailleurs sous d'autres formes qu'il va falloir effectivement traiter, d'ailleurs dans un contexte qui dépasse le contexte européen, puisque les données, les GAFA, nous renvoient à des données qui peuvent être exploitées à l'extérieur de l'Europe, pardon. Donc ça nécessite effectivement que l'on puisse à la fois permettre cet accès, parce que c'est des opportunités, je répète, pour l'organisation du système, et en même temps protéger l'intimité des individus, protéger et sécuriser de ce point de vue. Mais c'est un coût, cette sécurisation, alors comment faire? Ça a un coût, effectivement, et de ce point de vue, en effet, il faudra accompagner les professionnels, parce que c'est un investissement aussi, c'est un investissement d'avenir. Hein, mais en effet, il faudra que l'on puisse, avec les professionnels, regarder les modalités de mise en œuvre. Jean Leonetti. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Claude. J'ai besoin de ça ou pas? Non. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Claude. On est dans un conflit de valeurs. Conflit de valeurs. Le monde d'aujourd'hui, pas le monde de demain, le monde d'aujourd'hui est numérisé. Ce monde a besoin, pour une politique de santé qui est à la fois nationale, européenne et internationale, d'avoir ces données anonymisées. De notre côté, on a la préservation de l'individu dans ce qu'il a de plus intime et de plus personnel. Dans ce contexte-là, il n'y a pas de choix. On n'est pas dans le règlement européen qui vient s'appliquer sur la France et les pauvres organisateurs de santé. On est dans un système qui est le monde d'aujourd'hui. Dans ce monde d'aujourd'hui, nous avons besoin de ces données, à la fois sur le plan épidémiologique, sur le plan des maladies rares, parce qu'elles deviennent à un niveau qui est un niveau de pertinence sur des thérapeutiques nouvelles. On est à un niveau aussi obligatoire pour tout ce qui est l'innovation dont on va parler tout à l'heure. Moi, je suis dans une circonscription qui est le pôle mondial des solutions communicantes sécurisées, dans lequel on réfléchit comment une donnée numérique peut être protégée à titre individuel. Il y a des solutions là aussi. Ça fait partie de l'innovation. Mais aujourd'hui, la médecine, elle est confrontée à toute une série d'éléments sociaux, économiques, humains, éthiques, industriels. Et l'outil d'aujourd'hui, c'est plus la mécanique, c'est le numérique. Donc, ou bien on va franchement dans ce domaine sans le considérer comme une contrainte et en essayant de faire en sorte que la nouvelle santé soit une e-santé. Tout à l'heure, Claude parlait de la télémédecine dans les déserts médicaux, etc. On voit bien tout ce que ça peut apporter dans beaucoup de domaines en protégeant les données personnelles. Mais je crois que c'est tout à fait réalisable. C'est le monde de demain. Il ne faut pas le regarder comme une contrainte, mais comme une opportunité. Alors, pour conclure sur l'innovation, tout le monde est pour l'innovation, évidemment, c'est formidable. Alors, on fait des expérimentations qui ne sont pas en grandeur nature, donc on s'aperçoit qu'il faut les poursuivre, etc. C'est l'exemple de la télémédecine, par exemple. Comment faire en sorte que l'innovation ait son financement intelligent, je dirais, parce qu'il faut trouver la bonne innovation, que ce soit un progrès pour tout le monde. Alors, Emmanuel Macron, lui, il a investi 5 milliards. François Fillon, il est plus économe, on va dire. Comment, c'est peut-être pas qu'une question de milliards, comment faire en sorte très rapidement que l'innovation réellement en France ait la possibilité de s'épanouir, la bonne innovation? J'en profite, Philippe, pour vous demander, au-delà, un des grands sujets, c'est le prix des technologies médicales et du médicament, prix souvent jugé
très élevé ou trop élevé. Comment ne pas prendre les patients, les professionnels de santé et les médecins notamment en otage entre une innovation à des prix très élevés ou trop élevés et en tout cas une absence de traitement? Comment se sortir de ce dilemme? Alors, innovation, prix et coût. Et ça sera votre conclusion. Nous allons terminer dans quelques minutes. Alors, si on simplifie un peu à outrance, parce qu'il y a beaucoup de questions dans Oui, ce que vous mais avez c'est une dit. philosophie qu'on attend d'où. La Philosophie, c'est le contrat pluriannuel avec l'industrie pharmaceutique et avec les nouvelles technologies. On se rend compte qu'on a là aussi un système archaïque dans lequel on définit un prix. Ce prix est plus d'ailleurs sur le service rendu que sur l'investissement qu'il a nécessité et qui ne tient pas vraiment compte du rapport prix-volume qui est l'obligation d'équilibre financier de quelqu'un qui a innové. Donc à partir de là, on se rend bien compte que si on veut demain rembourser des médicaments nouveaux, il faut un contrat sur l'évaluation et un deuxième élément qui est le fait que cette évaluation-là, on renonce aussi à faire en sorte qu'on rembourse tout et n'importe quoi. Je suis désolé de dire que si on ne passe pas par la qualité, la pertinence des actes, 20% des actes sont inutiles dans ce pays. Voilà. Sous le contrôle de l'HAS. Si on ne passe pas aussi par une évaluation plus minutieuse du fait de passer au générique à un moment donné. La France est un pays qui est très en retard sur les génériques par rapport à ses voisins européens. Si on ne passe pas aussi par le fait qu'on considère qu'un médicament qui est sorti sur le marché, au bout d'un moment, il a des concurrents, au bout d'un moment, il peut avoir moins d'efficacité que ce qu'on avait envisagé, eh bien, il doit avoir un remboursement qui doit être diminué. Eh bien, si on ne passe pas par ces économies-là, on ne pourra pas se payer l'innovation. Qu'est-ce que c'est le juste prix pour vous, Claude Évin, dans votre programme? Et moi, je voudrais répondre sur l'innovation, non pas revenir sur les produits. Mais oui, mais justement, réouvrir d'ailleurs des perspectives sur des réformes à mettre en œuvre. L'innovation, elle n'est pas simplement sur les produits, sur les nouvelles technologies, elle est aussi sur le plan organisationnel. Et de ce point de vue, je crois qu'il y a un travail à faire pour là aussi changer les modes de fonctionnement. On est dans un pays et on est dans un ministère, le ministère chargé de la santé, et on le voit à travers les différentes lois, loi de financement de la sécurité sociale, y compris la loi de janvier de 2016, dans lequel on préconise un certain nombre d'expérimentations. Mais pour monter des expérimentations, il faut qu'il y ait un cahier des charges. Il faut qu'il y ait un cahier des charges, une fois que la loi a été votée, il faut qu'il y ait un cahier des charges qui met 1 an à sortir. Et puis après, on va sélectionner des lieux d'expérimentation pendant 1 an, pendant 2 ans. Et entre le moment où on prend une décision de dire il y a un vrai sujet et on va expérimenter, et le moment où on commence à mettre en œuvre, il se passe 2 ou 3 ans. On met, y compris sur les produits, on met en place des mécanismes. Hein, j'ai en tête un exemple très concret, hein, le RIHN, le répertoire hors nomenclature. Il a mis en place il a listé des produits en avril 2016. C'est toujours pas en place parce que ça nécessite après qu'il y ait des conventions qui soient mises en place. Donc le problème de l'innovation dans le domaine de la santé, c'est la négociation avec les professionnels, c'est bien naturellement ce qui a été dit tout à l'heure, mais c'est y compris un mode de fonctionnement différent au niveau de l'organisation même de notre système. Comment, et c'est ça, que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une capacité d'expérimentation, de contractualisation, de décloisonnement qu'on évoquait, qui puisse réellement mobiliser les acteurs et permettre des mises en œuvre immédiates lorsqu'effectivement... Et sortir des expérimentations qui traînent. Et puis, d'autre part, assurer, effectivement, parce qu'il y a des modes de financement qui sont affichés et qui sont en soi intéressants. Il y a eu d'ailleurs des systèmes qui ont été améliorés au cours de ces dernières années. Mais le problème, c'est qu'entre quelque chose qui est expérimental, dont je viens déjà de décrire le fait que pour mettre en place l'expérimentation, ça demande déjà un certain temps, et le passage dans la vie concrète, dans la vie réelle, après, il y a sur la télémédecine, pourquoi on n'a pas avancé sur la télémédecine, alors que c'est depuis 2004 qu'elle est dans la loi? C'est parce que l'assurance maladie a toujours considéré que c'était susceptible de venir en doublon d'autres modes de fonctionnement. On n'a jamais accepté qu'il y ait effectivement une démarche d'expérimental qui permettrait en effet d'abord d'aller vérifier si l'appréhension de l'assurance maladie était justifiée ou non.
Voilà des exemples très concrets sur lesquels je pense qu'il faut qu'il y ait un mode de raisonnement différent et un mode d'organisation. Droit de suite, Jean Leonetti, cette agence de garantie de la couverture sanitaire, de la couverture solidaire, c'est quoi? Voilà, c'est un autre débat. Non, mais ça, Oui, ça n'a rien à voir avec non, ça n'a rien à l'innovation. voir, mais droit de suite. Il y a deux éléments au fond. Il y a la coordination, hein, le décloisonnement, et ensuite il y a l'innovation. Voilà les deux clés pour sortir du système dans lequel on est. En 5 ans. Oui. Donc le décloisonnement, ça fait partie. Décloisonner entre les hôpitaux et la médecine libérale, c'est un décloisonnement. Mais décloisonner entre l'assurance maladie obligatoire et la complémentaire, c'est aussi un décloisonnement. Vous étiez bien un peu pour ça aussi, vous, une grande agence nationale de santé, non? Non, mais terminez. Et on augmente ainsi l'efficience. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, la médecine est confrontée à de l'innovation. Cette innovation, elle coûte cher, mais en même temps, elle est obligatoire. La médecine continuera à coûter plus cher, la santé continuera à coûter de plus en plus cher. C'est comme ça. Mais quand vous regardez un médicament qui soigne et guérit l'hépatite C, bien vous avez une dépense élevée au début et ensuite vous avez des malades guéris. Quand vous avez des malades guéris, sur le système que vient d'évoquer Claude, de lenteur, on a mis longtemps pour faire bénéficier l'ensemble des malades qui avaient l'hépatite C, et on a donné le médicament qui guérissait l'hépatite C à ceux qui étaient les plus graves, et donc à ceux qui étaient les plus évolués, et donc à ceux, pardon de le dire comme ça, chez lesquels il y avait le moins d'efficacité. Ce qui était le plus important, c'était le donner au début de la maladie. C'est fait maintenant. Oui. Bon. C'est fait. Oui, mais alors, il fallait bien expérimenter. Non, mais c'est bien un exemple. Pascal, non, on le savait très bien que ça marchait. Pourquoi on l'a fait? On l'a fait parce qu'on a un système. Step by step. On va être obligé de conclure. Non, mais c'est un autre débat. Je suis 600 millions. Je ne suis pas d'accord. Parce que si on guérit tous les gens de l'hépatite C, demain, avec la médecine, en moins d'un an, on a réglé le problème. Avec la médecine personnalisée qui va travailler sur le génome, qui va travailler sur les prélèvements cellulaires. Vous pensez que vous auriez mieux fait? Vous pensez que vous auriez mieux fait? Je pense pas. C'est normal. Pourquoi vous me provoquez comme ça? Je vous demande 600 millions en un an. Je vous dis simplement qu'il faut changer de système. Merci messieurs. Il faut changer de système pour qu'il soit innovant et qu'on soit un peu plus rapide. Vous avez été content dans la manière dont la santé a été traitée dans cette campagne? Et est-ce que vous avez guéri notre pays? Est-ce que vous avez guéri notre pays? Pascal, il faut conclure. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir guéri notre pays? Oui. L'un et l'autre. Est-ce que vous avez le sentiment, après ce débat que vous avez organisé superbement, que vous avez résolu tous les problèmes? Oui. Non, mais on a été bien contents de vous avoir. Bravo. Prochain débat. Ouais. Alors d'abord, merci à toi, Philippe. C'était une première. Merci à Renaud. Prochain débat. Merci. Pascal, attendez un tout petit peu. Pascal, un peu moins de musique. Prochain débat le 10 mai. Ouais. Avec Thierry Baudet, président de la Mutualité française, et Didier Tabuteau sur l'organisation du système et évidemment son financement. Merci à Pierre Denis, Wilfried Robin et Emmanuel Robin, Françoise Millet, évidemment. Merci à Renaud. Merci également aux amis du restaurant de l'Opéra qui nous ont reçus ce matin. Merci à toi, cher Philippe. On recommence? Surtout à toi. À bientôt, bon retour.